Le 14 janvier 1790, un des théâtres parisiens, le théâtre du Palais Royal, donne la première représentation d'une comédie en 3 actes intitulée sobrement La journée de Louis XII. Œuvre de Collot d'Herbois, auteur qui a déjà fait jouer 2 autres pièces à Paris en 1789, elle rencontre un certain succès avec une vingtaine de représentations en l'espace de 2 mois, grâce à l'image de Louis XII, vous l'aurez compris, à laquelle Louis XVI a été très tôt associé. De même, on le sait, Louis XVI est également associé avec Henri IV, le rapprochement des 3 souverains, se déclinant dans la célèbre formule mathématique 12 plus 4 égale 16. Du titre de père du peuple, reçu par Louis XII en 1506, Collot d'Herbois saisit l'opportunité d'un rapprochement avec Louis XVI, déjà ouvert en réalité par la convocation des États généraux. Au premier acte de la pièce, Louis XII est présenté entouré de sa famille, en bon époux, en bon père, soucieux d'expliquer à sa royale épouse qu'elle doit, je cite, se faire aimer du peuple français plus qu'elle ne l'a été jusqu'alors, l'allusion est transparente, vous me l'accorderez. Puis, après un deuxième acte où le monarque est entouré cette fois de ses ministres, le troisième et dernier acte le place au sein de son peuple, tandis que, référence aux journées d'octobre 1789, je cite encore, l'hôtel de ville arrive et le proclame père du peuple. Après les premières représentations, les critiques de presse sont majoritairement positives et certains de leurs auteurs s'empressent de comparer cette pièce avec le Charles IX de Marie-Joseph Chénier pour mieux opposer d'un côté un monarque plébiscide et de l'autre le roi des Français, héritier des qualités prêtées à Louis XII. Moins d'un mois plus tard, un autre auteur, Roncin, risque sur le même sujet une tragédie qui connaît, elle, un échec immédiat, mais dont le titre est beaucoup plus explicite que celui choisi par Collot d'Herbois. Louis XII, père du peuple. Nul ne peut évidemment alors se douter que la monarchie constitutionnalisée, née de l'été 1789, va être éphémère et que quelques 3 ans plus tard, Louis XVI, jugé par la Convention, sera à son tour accusé d'avoir lui-même effacé, je cite, la Constitution de sa main plébiscide, une main criminelle qui anéantit les liens entre le souverain et le roi des Français, détruisant ainsi l'inviolabilité qui lui était reconnue par cette même Constitution. Le bon père du peuple, ou le ci-devant bon père du peuple, se transforme alors en monstre plébiscide et patricide, perdant entre l'été 91 et l'été 92 sa place imaginaire au panthéon des bons rois pour rejoindre Charles IX au Tartare, puis être condamné à la peine capitale par des députés devenus à leur tour père du peuple, cette fois-ci au pluriel, des députés persuadés de ce que leur vote de janvier 93 ne pouvait en aucun cas être assimilé à un parricide. Ce thème du père du peuple a été d'autant plus en vogue en 1789-1790 que cette épithète appliquée à Louis XVI a été en partie contrebalancée par celle, vous l'aurez compris, de père du peuple au pluriel, déjà au demeurant attribuée aux membres des États généraux puis de l'Assemblée constituante. Certes, les membres des parlements ont eux aussi parfois reçu, bien avant 89, ce même titre, ou celui de père de la patrie, en référence à la Rome antique, mais le passage du singulier au pluriel, de père à pers, pour le prononcer comme ça, le passage du singulier au pluriel symbolise, je crois, avec force le transfert de souveraineté qui s'exerce en 1789. De plus, ce transfert entraîne d'autres modifications hautement symboliques sur le plan politique, l'incrimination de lèse-majesté faisant naître celle de lèse-nation, tandis que le crime de parricide change en partie de sens, tout au moins dans ses usages rhétoriques. Enfin, une autre modification de taille réside dans le fait que si la personne du roi des Français est déclarée, je cite, inviolable et sacrée le 15 septembre 1789, celle de chaque député est elle aussi garantie par une autre inviolabilité qui a été décrétée le 23 juin 1789. Depuis cette date, nul ne peut, je cite le texte, poursuivre, rechercher, arrêter ou faire arrêter, détenir ou faire détenir un député pour raison d'aucune proposition, avis, opinion ou discours fait par lui aux États généraux. Tous ceux, simples particuliers aussi bien que ministres, bien évidemment, qui auraient apporté leur concours à de pareils attentats, c'est le mot qui est utilisé, contre un député, doivent être déclarés, je cite encore, infâmes et traîtres envers la nation et coupables de crime capital. L'incrimination de lèse-nation n'est pas ici mentionnée, mais elle figure indubitablement en arrière-plan, de même que la peine encourue, en l'occurrence la mort.
Cette double inviolabilité, ainsi reconnue au père du peuple au singulier et au père du peuple au pluriel, est reprise dans le texte de la Constitution en septembre 1791. Le roi des Français ne peut faire fi de l'inviolabilité des députés, tandis que ces derniers doivent respecter ce fameux caractère inviolable et sacré. Néanmoins, le tout s'avère d'emblée ambigu, puisque pour la droite de l'Assemblée constituante, l'inviolabilité du roi préexiste à la Révolution, et donc, à plus forte raison, préexiste à la Constitution, tandis que pour certains patriotes à gauche dans l'Assemblée, eux, ils lient cette inviolabilité à l'exercice de sa fonction de roi au sein du pouvoir exécutif, et ils ne reconnaissent donc pas un statut antéconstitutionnel au roi. Dans ce heurt potentiel de deux conceptions difficilement conciliables, vous me l'accorderez, le transfert de souveraineté donne aussi une importance politique majeure, d'une part à la rhétorique sur la notion de père du peuple, qu'elle soit au pluriel ou au singulier, d'autre part aux réflexions mises en œuvre dans la justice nouvelle sur l'incrimination de lèse-nation, enfin au crime de parricide que le Code pénal de 1791 n'inclut pas dans son acception politique, mais qui participe d'une rhétorique politique. Cette double référence à Louis XII et à Henri IV pour Louis XVI se retrouve déjà dans pas mal de cahiers de doléances, j'en cite quelques-uns. Celui du tiers du bailliage de Montaigu-les-Combrailles en Auvergne, qui affirme par exemple que le peuple attend son bonheur du roi et qui s'adresse à lui en ces termes : « Il vous en décerne par avance le prix en vous plaçant à côté des rois Louis XII et Henri IV, en vous surnommant, comme eux, le père du peuple. » Autre exemple, le cahier du tiers-état de la ville de Rouen décerne au roi un prix encore plus concret, si j'ose dire terre à terre, en proposant qu'une place de Paris reçoive le nom de place des États généraux et accueille en son centre un monument dédié à Louis XVI, surnommé le Père du Peuple. Et la venue même de Louis XVI à Paris le 17 juillet 1789 suscite exactement le même type de proposition, j'en cite une, que pour consacrer l'époque de ce grand jour, il fut élevé un monument à Louis XVI, régénérateur de la liberté publique, restaurateur de la prospérité nationale, le père du peuple français. Quelques 2 semaines plus tard, à l'issue de la célébrissime nuit du 4 août, l'Assemblée va réduire ces deux propositions en un seul titre, ou une seule épithète, tout en maintenant quand même la référence obligée à Louis XII. Je cite : « C'est au milieu des États généraux que Louis XII a été proclamé père du peuple. Je propose qu'au milieu de cette Assemblée nationale, la plus auguste, la plus utile qui fut jamais, Louis XVI soit proclamé le restaurateur de la liberté française. » À l'automne 1792, ce même Collot d'Herbois publie un almanach célèbre, l'almanach du Père Gérard, qui précise encore davantage, mais cette fois avec une vision politique plus critique, en raison évidemment de la petite escapade avortée, comme chacun le sait, à Varennes. Non content d'expliquer aux paysans venus débattre avec lui que le titre de roi de France doit désormais être proscrit, le Père Gérard ajoute que roi des Français est un titre constitutionnel impliquant que, je cite, « chacun, roi inclus bien sûr, chacun reconnaît l'expression de la volonté nationale, mais aussi que le peuple français est lui-même le restaurateur de sa liberté. » Et les paysans, alors, de se gausser de certaines épithètes autrefois attribuées au roi de France, le gros, le long, le chauve, etc., en évitant soigneusement toute référence au père du peuple, c'est-à-dire au brave Louis XII, et je jette un voile pudique sur Henri IV. En cette même année 1791, et a fortiori au-delà, mais je ne vais pas aller au-delà, l'usage du pluriel transforme l'épithète pour l'attribuer aux membres de l'Assemblée, et cela se poursuit encore au temps de la Première République, où il n'est pas rare que les membres de la Convention soient ainsi qualifiés dans des pétitions ou dans des adresses. Changement de taille, bien sûr, à cette date, non seulement les pères du peuple se substituent ainsi au père du peuple, mais l'acte régicide du 21 janvier 1793, l'exécution, comme dirait Jean-Clément Martin, a abouti à la mise à mort de ce dernier. La tête qui tombe sous le couperet de la guillotine n'est évidemment plus considérée comme sacrée, et l'exécution ne saurait donc être reliée à un crime de lèse-majesté, sauf, naturellement, aux yeux des partisans de la monarchie. Or, là encore, c'est dans ces années 89, 90, 91 que les choses ont peu à peu été modifiées en matière de lèse-majesté et de lèse-nation. Cette double incrimination se repère en effet elle aussi dans certains cahiers de doléances, par exemple une assemblée générale des 3 ordres des bailliages de Montfort-l'Amaury et Dreux, posant même la question de manière très directe en l'associant de façon précoce les deux concepts. Que l'on détermine enfin d'une manière précise
ce qui est crime de lèse-majesté, et que l'on établisse quels sont les crimes de lèse-nation. On ne saurait être plus clair. Or, ce n'est pas avant le 23 juillet 1789 que l'Assemblée constituante prend position sur ces débats, avec le vote d'une proclamation relative à la poursuite des crimes de lèse-nation. Et comme l'ont montré les travaux de Jean-Christophe Gaven, qui est le spécialiste par excellence de ce crime, l'Assemblée va choisir de ne retenir qu'une appellation unique, alors que d'autres ont circulé, lèse-patrie, lèse-peuple, lèse-majesté nationale, lèse-humanité, bon, etc. Mais les députés optent également en faveur d'une sorte finalement de ce que j'appellerais coexistence entre lèse-majesté et lèse-nation, comme si finalement la seconde incrimination, lèse-nation, n'était qu'un complément naturel de la première. En raison de quoi? Eh bien justement, en raison du transfert de souveraineté. Dès lors, même si, à l'origine, cette incrimination tire ses racines de l'inquiétude des députés devant un éventuel coup de force du pouvoir royal contre les États généraux, l'incrimination de lèse-nation vise bien tout ce qui pourrait troubler le maintien de l'ordre, émeutes populaires incluses. Ce crime de lèse-nation peut ainsi provenir aussi bien du complot aristocratique réel ou supposé que des fureurs entre guillemets populaires, ce qui explique le flou qui va entourer cette incrimination et les difficultés, par conséquent, d'établir un tribunal spécifiquement chargé de ce type de procès. Le transfert de souveraineté du roi à la nation implique en effet la construction d'un nouvel ordre politique. C'est bien beau l'ancien régime, mais il y a aussi un nouveau régime à construire. D'un nouvel ordre politique et partant des réflexions sur les moyens de le défendre contre tous ses ennemis, soit des mesures de maintien de l'ordre, de maintien du nouvel ordre, dont la plus terrible, on aurait pu en parler tout à l'heure, est la loi martiale votée le 21 octobre 1789. Toutefois, tour à tour, le Châtelet de Paris, puis une haute cour chargée de connaître spécifiquement des crimes de lèse-nation, vont mettre en lumière les difficultés de ces armes pénales placées au service de la protection des nouvelles institutions. En effet, si dès l'automne 89, la nouvelle incrimination sert à viser des ministres, des agents du pouvoir exécutif, soupçonnés d'hostilité, voire de trahison envers la Révolution, une partie des premiers procès concerne aussi la propagation de fausses nouvelles, concerne des troubles en tout genre, dont ceux qui provoquent quoi? Qui provoquent les entraves à la libre circulation des blés, autrement dit les fureurs populaires. Alors certes, la plupart des procédures pénales n'aboutissent pas, puisque, comme le montre le travail de Jean-Christophe Gaven, seules 10 d'entre elles se terminent par un jugement entre 89 et 91. Néanmoins, l'incrimination de lèse-nation joue donc un rôle politique, au même titre que celle de lèse-majesté avait autrefois permis de réprimer les attentats contre la personne du roi. Attentats réels ou supposés aussi, confèrent l'horrible supplice de Damien. En revanche, derrière la définition des crimes de lèse-majesté et de lèse-nation, se pose une autre question, elle aussi redoutable, celle du crime de parricide, que j'évoquais tout à l'heure et j'y reviens. Pourquoi? Parce que le Code pénal de 1791 ne retient cette incrimination que contre celui qui a tué l'un de ses parents. Le mot, pourtant, pour autant, a eu très tôt, là aussi, un sens politique. Et l'évolution de ce dernier, l'évolution de ce sens, est ô combien significative. À la fin du XVIIe siècle, le dictionnaire de Furetière, un des premiers dictionnaires avec l'Académie, évidemment, livrait une définition qui était déjà politique, tout en ayant soin de l'allier, on est à la fin du XVIIe, au domaine religieux. Voilà la définition de Furetière pour parricide. Se dit aussi, alors il explique d'abord tuer son père, évidemment, se dit aussi du meurtre d'une personne sacrée, comme celle des rois et des prélats. Or, un siècle plus tard, la Révolution advenue, la 5e édition du dictionnaire de l'Académie, celle que tous, autant que nous sommes, nous utilisons quand on veut voir l'édition de la Révolution, c'est celle de 1798, la Révolution est passée par là. La 5e édition note à propos de ce mot de parricide, je cite, « Il se dit également du crime que connaît celui qui attente sur la vie du souverain avec un S majuscule. Donc cette fois, sans employer le mot roi. Pourquoi? Parce que transfert de souveraineté oblige, aux attentats contre un monarque sont venus s'ajouter, puis se substituer, les attentats contre la nation souveraine et contre ceux qui sont chargés de la représenter. Par le biais du suffrage, et peu importe là qu'il soit restreint ou qu'il soit universel, s'en prendre à l'Assemblée nationale, voire à un seul de ses membres, évidemment, peut ainsi relever d'un crime de parricide. Néanmoins, certains emploient aussi le mot parricide de manière très large, en l'appliquant, et je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, à la nation tout entière, ce qui revient à le rapprocher, ce crime de parricide, du crime de lèse-nation.
Ainsi en est-il de Robespierre, himself, pourrait-on dire, lors d'un discours qu'il prononce sur la constitution de l'organisation de la Haute Cour, que Hervé Levers connaît sans doute bien mieux que moi, destiné à connaître donc des crimes de lèse-nation. C'est un discours de Robespierre du 25 octobre 1790. On peut atteindre de deux manières la sûreté et la vie de la nation, parce qu'elle a en même temps une existence physique comme collection d'hommes et une existence morale comme corps politique. Celui qui attente à la liberté du peuple, c'est-à-dire aux lois constitutionnelles qui lui assurent l'exercice et la conservation de ses droits, est coupable de parricide envers la nation, comme celui qui immole les citoyens par le fer et par le feu, car dès que la liberté est anéantie, le corps politique est dissous. Dès que la liberté est anéantie, le corps politique est dissous. Il n'y a plus ni nation, ni magistrat, ni roi. Il ne reste qu'un maître et des esclaves. La formule est assez superbe, je trouve. Ainsi en est-il également des accusations de parricide portées contre, par exemple, le marquis de Bouillé au moment de la fuite avortée à Varennes, puisque l'officier Félon ne s'en est pas pris, évidemment, à la personne de Louis XVI, mais il s'en est pris à la nation française, qu'il a trahi. Et je cite ce qu'il dit de lui à l'époque, « Un roi qui déserte lâchement son poste pour paralyser le gouvernement, pour nous livrer à toutes les horreurs de la guerre civile, et qui va se jeter dans les bras d'un traître, Bouillé, d'un parricide qui assassine à la fois sa patrie et son roi. Il résulte de la lettre de M. de Bouillé que c'est ce général seul qui a tout disposé, que c'est encore lui qui veut susciter aujourd'hui des ennemis à la France et guider de sa main parricide le poignard jusque dans le sein de la patrie. Si ce n'est pas politique comme utilisation du mot, je voudrais bien qu'on me le démontre. À partir de l'hiver 1792, et j'arrive à la fin, et du procès de Louis XVI, ce parricide va aussi se décliner sous une forme volontairement plus large, avec un néologisme inventé, comme tout néologisme qui se respecte, créé sur le mot patrie. Et de parricide, on va parler de patricide. Alors c'est par exemple un conventionnel, Lacoste du Cantal, il y a deux Lacoste, qui l'emploie le 15 janvier donc 1793, au moment du procès, dans le discours qu'il prononce sur le sort à réserver au roi. Plusieurs figures exemplaires du général traître à la France révolutionnaire subissent eux aussi absolument la même accusation. Ici, par exemple, pour stigmatiser le nouveau Cromwell et patricide Lafayette, là pour dénoncer l'atroce perfidie du patricide du Mourier, évidemment un peu plus tard. À ce moment-là, et j'entends bien que je suis sorti un petit peu des cadres chronologiques de notre colloque, je crois que ce n'est pas possible de faire autrement, à ce moment-là, il s'agit bien sûr de prévenir les généraux du sort qui leur sera réservé, ou qui leur serait réservé en cas de nouvelle trahison, mais je crois qu'il s'agit aussi d'élargir la notion de parricide, puisque celle-ci s'appliquait traditionnellement aux attentats contre la personne du roi, et a été rendue caduque par la mise à mort du roi. On ne peut plus parler de parricide, puisqu'on a coupé la tête de Louis XVI. Au demeurant, lorsque le Pelletier de Saint-Fargeau, pour reprendre son nom d'aristocrate, est frappé à mort par un ancien garde du corps du roi et décède le 20 janvier 93 et décède aux premières heures du 21, le jour même de l'exécution, le même crime de parricide est évoqué. Le 13 juillet 93, la carotide de Marat, tranchée par Charlotte Corday, occasionne de nouvelles références à l'incrimination, puisqu'on parle d'un coup patricide. En cet été 93, où la République assiégée est bel et bien une réalité politique et militaire et pas simplement le fruit d'un artifice rhétorique, parricide et patricide servent désormais d'argument dans le cadre d'affrontements politiques que je qualifie de fratricide. Là où hier, il ne faisait que dériver du transfert de souveraineté opéré en 89. Je finis en 2 minutes, Madame la Présidente. Y avait-il, pour ironiser un peu, y avait-il finalement au moins un père de trop dans la grande famille française organisée par la Constitution de 91, puisque j'ai parlé du père du peuple et des pères du peuple, ça fait beaucoup de paternité tout ça. Alors on pourrait gloser sans fin, voire aller récupérer les travaux de Lynn Hunt, et parler d'une sorte de roman familial avec des images opposées, du père, ici le bon père, là le père ou les pères despotes. Bon, on pourrait aussi évoquer un hypothétique désir freudien de tuer le père. Bon, je crois que l'essentiel, pour être sérieux, me semble résider dans cette double inviolabilité, reconnue au père au singulier et au père au pluriel du peuple en 1789, conséquence du transfert de souveraineté. Et à partir du moment
je crois, fortement, où la Constitution de 91 a confirmé l'inviolabilité du roi, mais tout en précisant les quelques cas où il pourrait éventuellement être considéré comme ayant abdiqué de son trône, hein, vous savez, franchir la frontière, pas vouloir revenir, bon, je ne vais pas vous détailler ça, son acceptation ou bien son refus ouvert de la Révolution devait fatalement peser très, 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 très lourd dans la balance politique. Dès lors, la fiction, parce que fiction il y a, la fiction inventée par les constituants après Varennes, hein, prétendent qu'il a été enlevé et non pas qu'il est parti en laissant une longue lettre derrière lui quand même, la fiction inventée par les constituants après Varennes ne put dissimuler bien longtemps l'opposition fondamentale à la Révolution de Louis XVI et de son entourage, avant que le 10 août 1792 viennent trancher les derniers liens qui existait encore entre les citoyens et celui qui, à mon sens, avait de facto, au moins, refusé d'être le père du peuple français. Dès lors, évoquer encore son inviolabilité lors de son procès dans l'hiver 92, comme certains de ses défenseurs ont pu le faire, ne pouvait relever que d'un argumentaire, certes juridique, mais absolument inopérant, puisque d'une part la Constitution était caduque depuis la prise des Tuileries, et d'autre part ça n'avait plus de sens au moment du procès de l'évoquer. Hein. Ne restait alors que l'inviolabilité, non pas du père des peuples, du peuple, mais des pères du peuple, laquelle, vous le savez, c'est un autre sujet, allait à son tour très très vite se fissurer. Et quand on voit les luttes fratricides au sein de la Convention et le nombre de morts, enfin le nombre de décès de morts violentes dans la Convention, bon, bref.